Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Agile Toolkit. Aujourd'hui, sujet fondamental, je pense, c'est comment intégrer l'IA dans l'enseignement de l'informatique. Doit-on intégrer l'IA dans l'enseignement de l'informatique? Donc l'IA par IA, hein, j'entends comme souvent, hein, je le dis souvent, c'est les nouveaux outils d'IA générative. C'est pas forcément l'IA fondamentale traditionnelle. L'IA classique, mais c'est ces nouveaux outils d'IA génératifs tels que ChatGPT, les outils de codage tels que Codex, Claude Code, etc. Donc, comment intégrer tout ça dans un enseignement d'informatique traditionnel? Donc ici, vous avez une petite illustration, donc un élève qui étudie l'informatique avec un prof en mode traditionnel et donc l'IA sous forme d'un robot qui va venir percuter tout ça, hein, percuter cet enseignement. Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors, l'enseignement de l'informatique, c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement. D'ailleurs, j'interviens en tant qu'enseignant dans une formation de Master 2 développement logiciel sur la partie méthodes agiles, plus précisément l'agilité à l'échelle. Donc, j'interviens en tant que vacataire, hein, je fais quelques heures par an là-dessus. Et c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. Comment on enseigne l'informatique? Qu'est-ce qui doit être enseigné? Comment on fait pour être efficace? Et bien sûr, en tant que Scrum Master et entre guillemets chef de projet, donc ça participe de la gestion de projet, tout ça. En tant que personne intéressée par l'organisation, on est toujours intéressé par le niveau de compétences et de connaissances des gens qu'on encadre, comment on organise les gens sur un projet pour que chacun puisse donner le meilleur de soi-même et pour que personne ne soit en difficulté, qu'on tire le meilleur des connaissances, et aussi comment on fait monter en compétence les gens, qu'est-ce qu'ils doivent savoir pour travailler sur le projet. Donc ça peut être sur des choses techniques notamment. Donc ça, c'est vraiment un sujet vraiment fondamental, et l'IA, c'est vraiment quelque chose qui, je pense, bouleverse pas mal de choses dans le monde de l'informatique, oui, même beaucoup de choses, donc c'est pour ça qu'on va en parler. Alors c'est une vidéo c'est une vidéo improvisée d'ailleurs que je fais, je viens de faire les slides, donc il y a quelques minutes, quelques heures, ça m'a pris à peu près 2 heures, et je vous la présente directement. Mais ça fait écho à une vidéo où j'avais fait des prédictions sur l'IA, 6 prédictions sur l'IA à 10 ans, notamment une des prédictions, ça parlait du fait que l'enseignement de l'IA, l'enseignement de l'informatique, alors selon moi, ne va pas changer fondamentalement. Il faudra toujours avoir des bases en informatique, ça sera un peu toujours les mêmes bases, les paradigmes de programmation, comprendre comment fonctionne un ordinateur, le binaire, un peu d'architecture des machines, etc. Et l'IA, ça va rajouter un truc en plus, quelque chose en plus, donc c'est ce qu'on va voir juste après. Et enfin, je me place dans le contexte de la formation au développement logiciel. Donc l'informatique, c'est extrêmement vaste, il y a plein de spécialités. Donc moi, je m'intéresse au développement logiciel, front, back, voilà, mais pas forcément à certaines autres spécialités comme, je sais pas, par exemple la sécurité ou que sais-je encore. Donc la vidéo sur les prédictions, alors là, je sais pas pourquoi c'est une mauvaise résolution, elle est ici, il y a toute une playlist, vous pouvez aller la voir. Sur l'enseignement, je développe un petit peu plus, mais en tout cas là on va traiter ce sujet, comment on doit intégrer l'IA dans l'enseignement de l'informatique. Alors, j'ai essayé de faire très bref, très synthétique, et comme j'ai fait le slide rapidement, j'ai mis du texte, donc j'ai pas répété. Mais il y a un aspect qui me paraît extrêmement important, c'est qu'il y a plusieurs manières de considérer l'IA en général. IA ou IA générative, produit d'IA générative, ChatGPT, voilà, appelez ça comme vous voulez. Mais je parle bien de ces nouveaux outils d'IA générative. Mais quand même, donc voici les 4 manières que je vous propose de considérer l'IA. Donc la première, c'est l'IA en tant que discipline d'informatique théorique. Donc ça a toujours existé, hein, bien avant l'IA générative, ça existe depuis des décennies. Donc ça a toujours existé, ça a fait l'objet de formations entre guillemets spécialisées, ou plutôt de spécialité au sein d'un parcours informatique. Ce n'est pas nouveau. D'ailleurs, j'ai demandé à ChatGPT juste avant de me donner des noms de matières, de sujets, de cours d'IA traditionnels dans l'enseignement supérieur. En fait, j'en ai suivi quand j'étais en formation, quand j'ai appris l'informatique. J'ai suivi aussi des cours d'intelligence artificielle, mais ça n'a pas... je me souviens plus des détails, c'était pas mon domaine principal. Moi, ce qui m'intéressait plus, c'était la sûreté du logiciel, mais ça m'a aussi quand même intéressé. Donc il y a histoire de l'IA, par exemple tout ce qui va être algorithme classique, à étoile, ça c'est un mot-clé dont je me souviens, satisfaction de contraintes, je me souviens des logiciels, les SAT Solver par exemple, là ça n'apparaît pas, mais
Voilà, donc bon, si vous êtes expert en IA, ça vous parle peut-être. Voilà, les chaînes de Markov, réseau bayésien, ça aussi je l'ai appris quand j'étais étudiant. Donc il y a tout un tas de domaines traditionnels, donc le machine learning, et bien sûr les IA génératives s'inscrivent là-dedans. C'est une spécialité parmi d'autres, donc le traitement du langage naturel aussi. Les nouveaux outils d'IA générative, c'est une spécialité parmi des dizaines, vision par ordinateur, etc. Donc je ne vais pas vous faire la liste complète, mais voilà, donc ça a toujours existé finalement, donc ça change pas. Donc là, il n'y a rien de spécial à dire, donc on le verra juste après. Ça n'a pas changé grand-chose, c'est juste une nouvelle discipline en plus dans les cours d'IA, dans le cours spécialisé en IA. En IA, informatique, voilà, dans l'ensemble, dans son ensemble, pas spécialement, pas uniquement réduite aux IA génératives. Ensuite, alors c'est là où ça devient intéressant. Deuxième manière de considérer l'IA, c'est l'IA en tant qu'outil de programmation. Donc là, c'est l'humain qui programme, mais il a un outil d'IA. Donc par exemple, quand vous êtes dans votre IDE, bah tiens, on va aller le voir de suite. Je ne l'avais pas prévu, mais on va aller voir de suite. On va aller sur GitHub. Quand vous êtes dans votre IDE, vous allez être... alors je change de compte parce que j'ai plusieurs comptes. Voilà, je flouterai une partie. On va aller voir par exemple ici. Donc maintenant, j'utilise l'IDE qui est intégré à GitHub, qui est intégré à GitHub qui s'appelle GitHub Codespace. Donc vous programmez. Vous avez ici Visual Studio Code et sur le côté, vous avez un agent IA à qui vous allez pouvoir demander de faire des choses. Donc ça va prendre un certain temps de se charger, j'espère pas trop longtemps, comme ça je pourrais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, donc là on a notre IDE classique avec notre code. Donc là c'est une petite application Bingo Demo sur laquelle je travaille, je ne l'ai pas encore présenté sur la chaîne, mais j'ai déjà présenté le concept du Bingo Demo dans une autre vidéo. Et ici, voilà, ici c'est des conversations que j'ai eues avec l'IA. Bon, peux-tu me faire un commit, etc. Les images dans le site ne s'affichent pas, peux-tu analyser le code et le corriger STP? Comment faire pour servir mon site en local? Ça, c'est pas très intéressant. Ah oui, voilà, il y a un jour, centrer l'image, écrire un commentaire de commit, parce que je demande à l'IA d'écrire même les commentaires de commit. Donc là, je donne des instructions, l'IA travaille, éventuellement je peux programmer directement et je peux lui demander d'écrire du texte. Donc ici, bon là en fait je sais pas ce que je vais faire, donc je vais pas faire de bêtises. Et ça peut servir de complétion de code, d'assistant, mais ça reste toujours moi qui programme dans mon IDE, voilà, donc là c'est un programme extrêmement simple où il y a qu'une seule page finalement, où tout est ici. Mais ça reste la même idée pour des programmes plus sophistiqués. Donc je suis dans mon IDE, j'ai à côté un assistant d'IA à qui je peux demander de faire certaines actions ou à qui je peux demander conseil. Voilà, ici je lui avais demandé de faire... voilà, ici c'était un bug. Ici je lui ai demandé d'ajouter un bouton télécharger afin de pouvoir exporter les données écrites par l'utilisateur, etc. Et je peux contrôler, moi, petit à petit, l'IA me demande de valider un certain nombre de choses. Donc ça, c'est la première manière de considérer l'IA. L'IA en tant qu'outil de programmation. L'humain programme et l'IA est un outil supplémentaire au même titre qu'un IDE. Parce que, donc, faut se souvenir que là, on est dans VS Code, donc c'est un IDE plus ou moins sophistiqué, un IDE moyen. Il y a des IDE beaucoup plus sophistiqués, comme par exemple tout ce qui est fait par JetBrains. Donc là, dans notre IDE, on a de la recherche, on a de l'intégration Git, on peut avoir des débuggers. Bon, là, j'ai rien configuré vu que c'est sur GitHub. On a un terminal en bas. Mais à une certaine époque, on n'avait pas des IDE aussi sophistiqués. Donc il y a quelques décennies, on écrivait directement dans des éditeurs de texte comme Vim, Emacs ou Notepad++ par exemple sur Windows, mais il y avait pas, alors je pense que les IDE ça date quand même d'il y a assez longtemps, mais en tout cas, même si ça existe depuis longtemps, ils n'étaient pas aussi sophistiqués que maintenant. Maintenant, les IDE offrent tout un tas de fonctionnalités qui nous assistent. Eh bien, une fonctionnalité supplémentaire, c'est d'avoir un assistant IA qui peut carrément nous aider à écrire certaines choses, nous expliquer certains concepts, etc. ou analyser le code pour nous. Donc c'est quand même une grosse nouveauté dans un mode de travail qui existait déjà. C'est un nouveau gadget, mais vraiment un très gros gadget qui peut faire vraiment beaucoup de choses. Donc l'apprentissage, alors j'ai mis plus que nécessaire à chaque fois parce que c'est vraiment très important. En fait, ça s'improvise pas de savoir comment utiliser l'IA à bon escient pour être efficace, même dans un IDE, même si ça semble facile et intégré. On peut perdre du temps si on ne sait pas réellement utiliser l'IA. Donc ça, je vais pas expliquer dans cette vidéo les principes
disons que des principes d'utilisation d'une IA pour coder, parce que ça prendrait trop de temps et puis voilà, j'ai pas préparé, et en plus j'en ai jamais parlé sur la chaîne. Donc ici je vous ai pas mis de vidéo parce que ça, l'IA en tant qu'outil de programmation, je m'en sers à titre personnel, mais j'en ai jamais vraiment parlé sur la chaîne parce que c'est un sujet trop vaste et que je fais déjà trop de choses, mais voilà. Donc ça c'est vraiment très important et ça ne s'improvise pas, donc il faut l'apprendre, ne serait-ce que apprendre que déjà que ça existe, qu'on peut avoir différents agents. Dans notre base de code, on peut avoir un fichier pour conseiller l'IA, agent.md par exemple. Ne pas demander des choses trop compliquées à l'IA, toujours relire ce que fait l'IA parce que l'IA fait des erreurs. Donc ça, c'est des petits conseils extrêmement basiques, mais voilà. Donc ça nécessite quand même un apprentissage, quelques règles, ça peut être relativement rapide. Mais voilà, donc j'y reviendrai par la suite. Ensuite, troisième manière de considérer l'IA, c'est le vibe coding et plus généralement les agents. Alors, comment je résume ça? Vibe coding et agents, c'est l'IA qui programme et l'humain, il est vu comme un product owner. Mais l'être humain ne programme pas directement ou seulement s'il y a des bugs, etc. Mais en principe, c'est l'IA qui programme entièrement et l'humain spécifie, guide un petit peu. Là où c'est différent du mode d'avant, parce que dans le mode d'avant, c'est l'être humain qui programme avec un outil supplémentaire qui est l'IA. Et bien là, c'est autre chose, c'est c'est l'IA qui programme et l'humain lui donne des spécifications, des instructions, un peu comme un product owner, je l'ai déjà dit. Comme un product owner et en plus un Scrum Master, parce que l'IA l'humain peut être amené à coordonner plusieurs IA. Voilà, donc toute une équipe d'agents, par exemple, il y en a qui font ça. Donc ça, on n'en a pas vraiment parlé sur la chaîne, les agents. Mais en revanche, le vibe coding, il y a plein de vidéos sur la chaîne. Je vous les mettrai toutes en description. Donc ici, je vous ai mis une vignette d'une seule vidéo de vibe coding. Et donc là aussi, il y a des choses à savoir. Alors j'ai rajouté en plus de vibe coding, Cloud Code, Codex, donc ça on n'en a pas parlé sur la chaîne. Mais même pour le vibe coding, donc il faut savoir que ça marche sur ça marche bien sur des petites applications assez simples. Comment il faut faire? Faut lui donner des instructions relativement claires. Donc là aussi, il y a tout un tas de choses relativement claires et spécifiques si on veut que ça marche rapidement du premier coup. Faut pas lui demander des choses trop complexes. On peut lui demander les choses étape par étape si on veut faire une application un peu plus sophistiquée. Il faut d'abord construire un MVP, puis ensuite rajouter des fonctionnalités petit à petit. Donc il y a tout un tas de pratiques. J'ai pas vraiment formellement présenté des règles, mais sur toutes les vidéos de vibe coding sur la chaîne, on peut deviner certaines règles. Et donc là aussi, j'ai mis apprentissage plus que nécessaire, parce que pour être efficace, il faut respecter quand même certaines règles, comprendre un minimum comment fonctionne l'IA, même si je ne l'ai pas expliqué sur la chaîne. Voilà, donc ça c'est vraiment important. Et je côtoie souvent des gens qui sont débutants en IA et qui essaient de faire du codage, du vibe coding ou qui l'utilisent dans un IDE et qui s'en plaignent et qui perdent du temps, qui pataugent. L'IA génère plein de code qui contient toujours des erreurs sans qu'on arrive à s'en sortir, ça devient incontrôlable. Eh bien, c'est tout un enjeu de contrôler ce que fait l'IA. Alors là, dans ce premier cas, c'est plus facile parce que c'est encore l'humain qui écrit en étant assisté par l'IA. Mais si on fait du vibe coding ou si carrément on utilise des agents, alors là ça peut devenir très compliqué de contrôler ce que fait l'IA. On peut avoir des inquiétudes sur la qualité du code produit. Ça peut aussi coûter assez cher si on fait tourner des IA pendant des heures, ça consomme des tas de tokens. C'est pas forcément si efficace que ça. Donc là, il y a vraiment un gros enjeu. Donc là, l'apprentissage est plus que nécessaire. C'est vraiment très important. Et enfin, quatrième façon de considérer l'IA, c'est l'IA en tant que paradigme de programmation. Donc ça, j'ai fait une vidéo dédiée, ma vidéo préférée sur cette chaîne, donc allez la voir. En fait, l'IA va permettre de programmer des choses qu'on ne pouvait pas faire avant quand les IA génératives n'existaient pas. Je donne un exemple. Par exemple, dans le site CinéPS que j'ai cité en exemple dans cette vidéo, donc c'est un site privé pour organiser des séances de cinéma une fois par semaine pour un petit groupe de cinéphiles, donc c'est dont je fais partie. Eh bien, on a rajouté une fonctionnalité dans notre site où on organise nos séances de cinéma pour que l'IA nous propose des films sur un thème donné. Par exemple,
On peut demander à l'IA, propose-nous 5 films sur le thème de la science-fiction, ou alors on peut déjà avoir une liste prévue. On peut lui dire, propose-moi d'autres films qui sont un peu dans le même style que ces 3 films que j'ai déjà identifiés. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas pu programmer s'il n'y avait pas d'IA générative. Parce que proposer comme ça des films au hasard, on va dire, enfin pas au hasard justement, des films spécifiques sur un thème, eh bien si on voulait le faire sans IA générative, il faudrait faire des requêtes dans une base de données de films. Alors ça serait en théorie possible parce que il existe des bases de données de films ouvertes comme TMDB par exemple, il y a tout un tas de tags, mais ça reste quand même très limité parce que imaginons que je demande, parce que là où l'IA peut répondre à n'importe quelle requête, je peux demander à l'IA propose-moi des films où tel acteur joue un rôle secondaire, et là ça va le sortir aussi. Alors que si on veut avoir des requêtes pour toutes les situations, toutes les suggestions possibles, ça peut devenir compliqué. Alors je sais pas si je m'exprime clairement, mais en gros, dans n'importe quel programme, via des calls API ou même carrément en embarquant un modèle dans son propre programme, on va pouvoir faire des choses avec de l'IA générative. Pareil, par exemple, sur un programme de retouche d'image, là où avant il y avait tout un tas d'algorithmes de retouche d'image, etc., on peut très bien imaginer que dans un programme de retouche d'image, on va aussi avoir un modèle d'IA générative d'image qui va permettre de modifier des images déjà existantes. Bon, ça c'est très vaste, donc, et ça va être intégré à des programmes classiques. N'importe quel programme qu'on va programmer pourra utiliser les possibilités qu'offre l'IA générative en termes de fonctionnalités, voilà, donc toutes les fonctionnalités autour du texte. Ou par exemple, autre exemple, dans n'importe quel programme, on va pouvoir ajouter de la reconnaissance vocale, chose qui avant était quasiment impossible, extrêmement compliquée. Maintenant, vous pouvez embarquer Whisper dans un programme. Donc Whisper, c'est la reconnaissance vocale de OpenAI qui est dite ChatGPT, et vous pouvez mettre sur votre propre site web ou dans votre propre application de la reconnaissance vocale si vous voulez que l'utilisateur il interagisse avec votre programme à vous en parlant. Voilà. Donc ça, c'est des nouvelles fonctionnalités. Peu de connaissances nécessaires. Alors pourquoi j'ai mis ça? Je ne sais plus. Peu de connaissances spécifiques à l'IA, peu de connaissances techniques parce que finalement ça peut s'intégrer relativement facilement. Mais bon, je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça parce qu'il faut quand même connaître les possibilités. Il faut imaginer les possibilités qu'un modèle d'IA génératif peut apporter en termes de fonctionnalités dans un programme. Donc, et ça, c'est vraiment très très riche. Donc peu de connaissances techniques, mais beaucoup d'imagination fonctionnelle à avoir qui peut apporter des tas de choses, un logiciel, tout simplement. Donc voilà, donc ça, c'est vraiment très important de distinguer ces 4 aspects. J'ai été un peu long, mais voilà, donc c'est vraiment le point de départ. Et alors, dans l'enseignement de l'informatique, comme je l'ai dit, la première partie, l'IA en tant que discipline d'informatique théorique, ça a toujours existé. Bon, on va rajouter des trucs spécifiques à l'IA générative. Ça nous intéresse pas, ça change rien, mais il faut ces trois parties-là que j'ai encadrées en rouge, il faut que ça soit présent dans un enseignement de l'informatique moderne. Donc voilà. Si vous êtes, par exemple, les gens qui font les cours, les programmes d'enseignement de toutes les formations supérieures en informatique, il faut arriver à intégrer ça d'une manière ou d'une autre. Donc, par exemple, ça peut faire l'objet d'un cours sur l'IA avec 3 sous-parties, 3 modules. Voilà, donc vous avez un draft là, un draft de cours. Il faut l'intégrer d'une manière ou d'une autre. Alors, dernière question. Donc, si on veut pas être largué, bien sûr, parce que ça va très très vite. Donc, dernier slide. Est-ce que l'IA, alors j'aurais peut-être dû mettre, doit être intégré, ou l'enseignement de l'IA, bon, je sais pas, allez. Est-ce que ça doit être intégré aux cours classiques? Donc, on a des cours de programmation Java, je sais pas, OCaml pour la programmation fonctionnelle, base de données, tout ce qu'on veut. Est-ce qu'on doit intégrer l'IA dans chacun des cours, ou est-ce qu'il faut faire un cours spécifique à l'IA en plus qui n'existait pas avant? Alors réponse simple et claire, il faut un cours spécifique à l'IA en plus de tous les cours classiques qui existent déjà. Même si l'IA va impacter tous les cours classiques. Alors pourquoi il faut un cours spécifique? Alors là je ne l'ai pas écrit, mais la première des raisons c'est parce que ces IA génératives, elles apportent avec elles tout un tas de connaissances et de compétences spécifiques, spécialisées, donc que les enseignements d'informatique traditionnels ne connaissent pas forcément. Donc il faudrait qu'ils se forment, il faudrait qu'ils se forment donc ça prendrait beaucoup de temps, et en plus qu'ils intègrent ça à leur cours classique, donc qu'ils
refassent tous leurs cours classiques. Donc ça, c'est assez coûteux. Et alors, c'est pas impossible, bien sûr, c'est ce que font les enseignants tout le temps, essayer de se mettre à jour par rapport aux nouvelles technologies. Mais aussi, il y a un autre aspect, c'est que il y a tout un tas de connaissances et compétences fondamentales liées à l'IA générative qui vont finalement être les mêmes et qui vont pouvoir être appliquées dans tous les autres domaines, enfin pas tous, mais dans plein de domaines de cours classiques de programmation. Donc ces connaissances, je les ai draftées ici. Donc il y a une partie théorique, donc il faut comprendre ce qu'est une IA générative, donc qu'est-ce que c'est un LLM, les aspects probabilistes des IA génératives, il faut comprendre tous les composants qui constituent un outil d'IA générative, donc tout ce qui est autour de LLM, tout ce qui est outillage, tout un tas de choses, par exemple, que je mets dans ma playlist, quand je vais sur ma chaîne, voilà, que je mets dans ma playlist Comprendre l'IA. Alors, bien sûr, cette playlist Comprendre l'IA, c'est pas du tout exhaustif. Ah non, je crois que c'est pas ce que je voulais Bonjour faire. à tous. Comprendre l'IA, c'est là, voilà, c'est la première. Un nouveau chemin venait de s'ouvrir. C'est pas grave. Donc ici, on a les composants d'une IA générative, qu'est-ce que le fine-tuning, qu'est-ce qu'un LLM, etc. Bon, il n'y a pas encore beaucoup de choses dedans, mais c'est des connaissances un peu générales sur les IA génératives qui sont vraiment nécessaires si on veut bien utiliser une IA générative. D'ailleurs, moi, je l'ai fait, cette playlist, dans le but d'utiliser ensuite, de m'appuyer là-dessus, sur ces connaissances, compétences, etc., pour faire mes vidéos qui relatent mes expériences d'utilisation de l'IA pour la gestion de projets informatiques, pour l'agilité, qui est un des thèmes de la chaîne, agilité et IA, comment on utilise l'IA pour aider les Scrum Masters, les coachs agiles, les RTE, les PO, etc. Donc, ça, c'est une base nécessaire pour apprendre à utiliser l'IA. Il faut comprendre un minimum que c'est qu'une IA générative. Et bon, c'est pas si simple que ça. Bon, c'est pas insurmontable, mais il y a quand même du boulot parce que c'est des outils assez riches avec tout un tas d'outillages et ça s'est développé très très vite. Et en plus, il y a plein de possibilités, donc il faut arriver à s'y retrouver. Ensuite, il y a des aspects plus techniques. Donc, si on veut utiliser une IA, comment on fait des calls API à une IA, qu'est-ce que c'est que la notion de contexte, quels sont les différents types de prompts qu'on peut utiliser pour communiquer avec une IA, comment on paramètre une IA générative, là j'ai mis comment on paramètre un LLM quand on fait des calls API, par exemple, je sais pas, les notions de température ou des choses comme ça. Et il y a tout un tas de termes techniques comme les MCP, les skills, comment une IA s'intègre dans un idée, les agents, comment on utilise les agents, etc. Donc là, c'est plus technique en s'appuyant sur les compétences théoriques. Et puis enfin, il y a toute une partie pratique qu'il faut découvrir, donc vibe coding. Donc par exemple, cette partie, ça serait plus DTP. Il y aurait DTP de vibe coding où on essaye de programmer une petite application entièrement en vibe coding, c'est-à-dire qu'on demande à l'IA de faire des choses, mais on ne modifie pas le code soi-même. Et on essaie de contrôler un peu ce que va faire l'IA, puis on essaie de voir jusqu'où on peut aller, est-ce qu'on peut faire des applications très compliquées en vibe coding ou pas. Autre aspect, programmer une application en étant assisté par une IA. Donc cette fois-ci, là, par exemple, une application où on a une exigence de qualité importante, où il y a une difficulté architecturale que le vibe coding ne sera pas capable de faire. Alors j'ai pas mis le mot agent là aussi, mais on peut imaginer aussi faire des exercices avec les agents. Et enfin, pour la dernière partie, pour cette partie-là, IA en tant que paradigme de programmation, faire des programmes qui exploitent les possibilités de l'IA. Comme par exemple l'exemple de suggestion de film que j'ai proposé, mais il y a 1000 exemples, voilà. Donc tout ça, c'est un peu spécifique à l'IA générative, mais après, ça peut s'illustrer dans tous les autres cours. Ça peut s'illustrer dans des cours de Java, dans des cours d'Angular, même dans des cours de base de données ou autres. Après, chaque cours, chaque enseignement spécifique de l'informatique doit aussi intégrer l'IA à sa manière, avec des outils spécifiques. Par exemple, non, j'ai pas trop d'exemples, mais un cours de réseau, par exemple, va pouvoir avoir des IA de réseau. Bon, alors, je m'y connais pas bien en réseau, mais même un cours de conception UML, par exemple, on peut faire facilement des diagrammes de classe à partir du code avec une IA générative. Ça, je l'ai montré sur la chaîne. Donc, chacun des cours va pouvoir s'appuyer sur, entre guillemets, ce tronc commun IA-Gen, ce super outil d'IA générative, va pouvoir s'appuyer dessus pour aller encore plus loin et faire les choses spécifiques à chaque enseignement. Donc voilà, moi je pense que c'est important d'avoir un enseignement spécifique sur l'IA générative dans une formation. En tout cas, voilà, si on veut être à la page. Et en fait, ça,
que j'ai drafté assez rapidement. Alors heureusement, non, plutôt malheureusement, ça reste quand même assez superficiel. Parce que je pense que tous ces outils d'IA générative vont changer en profondeur, encore plus profondément que ce que je décris, vont changer encore plus profondément le monde de l'informatique, l'organisation des projets, comment ça va se passer avec les agents. Est-ce que les IA vont être capables de programmer des grandes parties de logiciels en totale autonomie? Comment on va faire pour tester ce que fait l'IA, comment on va faire pour maîtriser ce que fait l'IA, est-ce que des IA vont être intégrés dans des équipes de développement, est-ce que c'est juste des développeurs finalement qui seront tout seuls quasiment et qui vont développer avec plein d'agents d'IA, donc il y a tout un tas d'autres questions, donc ça finalement c'est que le début et on voit déjà qu'il y a plusieurs directions possibles. Voilà, je pense aux différences qu'il y a entre Claude Code et Codex. On voit qu'il y a des philosophies derrière un peu différentes en termes de programmation et de développement. Donc ça, c'est vraiment un point de départ et en réalité, ça peut être assez riche. Et c'est ça un peu le problème d'ajouter d'enseigner l'IA, c'est que à la fois c'est tout nouveau, donc ça. Je sais pas, c'est 2022, je crois, fin 2022 que c'est sorti la première version de ChatGPT. Après, il a fallu un peu que ça se développe. Donc, ça fait vraiment que quelques années que ça existe et ça se développe énormément. Et en plus, ça change énormément en cours de route. Donc, si vous partez avec ça, je pense que c'est un bon point de départ, mais ça risque de changer assez rapidement au fur et à mesure des évolutions de l'IA. Ou alors peut-être que ça va pas changer tant que ça. Donc moi je suis un de ceux qui... Alors je trouve que l'IA c'est super, mais je pense que l'IA ne va pas progresser tant que ça en termes de capacité, de performance, même si on est déjà à un niveau très élevé, donc on est déjà content avec tout ce qu'on a. Voilà. Donc en tout cas, je pense que c'est vraiment important à considérer dans un parcours d'enseignement informatique, l'IA. Donc je vous ai proposé ma vision, j'ai déjà parlé pendant presque 30 minutes, donc je vais m'arrêter là. Peut-être que je ferai d'autres vidéos sur le sujet, ça mériterait d'être creusé, c'est un sujet vraiment passionnant. Mais en attendant, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.